Mais avant ça, j'aimerais évoquer ce qui se passe au Liban, qui est extrêmement grave. 3 morts, plus d'une centaine de blessés. Dans l'explosion, cette fois, de nouveaux appareils de transmission du Hezbollah. C'était des talkie-walkie qui ont explosé dans différents endroits. Hier, c'était des beepers, ce qu'on avait à l'époque dans la poche, les pagers, dans un mauvais français, qui ont fait aussi des victimes. Là, on est sur une nouvelle phase d'action armée qui touche des responsables du Hezbollah, cette organisation terroriste au même titre que le Hamas. Maxime Pérez, vous nous avez rejoint. Bonsoir à vous. Vous êtes ancien correspondant au Proche-Orient, spécialiste des questions de défense. On est là face à une attaque coordonnée d'une ampleur inédite sur des talkie-walkie et des pagers. C'est ce qu'on disait hier, et on assiste probablement à l'acte 2 de cette même opération militaire qui est à la fois une opération militaire et une opération de renseignement extrêmement sophistiquée qui a sans doute engagé toutes les ressources d'un pays. Tout le monde parle évidemment d'Israël. La cible, c'est le Hezbollah. Les deux, Israël et le Hezbollah, sont engagés dans une guerre larvée depuis le 8 octobre, à l'initiative du Hezbollah, qui a attaqué l'État hébreu par des milliers de roquettes depuis cette date. Et on a l'impression que depuis que le gouvernement israélien, il y a de cela à peine 48 heures, a fixé comme nouvel objectif le retour de sa population à la frontière nord d'Israël, d'où elle a été évacuée suite au bombardement du Hezbollah, eh bien on insiste à une intensification des opérations israéliennes, peut-être en préalable à quelque chose de plus important. Avec à la clé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU qui se tiendra vendredi. On va juste faire le point sur ce qui s'est passé hier avec Audrey Berthaud, là, quand c'était la première phase de ces attaques contre les membres du Hezbollah. Audrey. Des milliers d'appareils piégés. Une attaque inédite, minutieusement préparée, s'est produite selon cet expert. Il s'agit d'une opération d'une ampleur et d'une sophistication sans précédent qui montre à quel point Israël a réussi à infiltrer ses adversaires dans la région proche. Selon le New York Times, entre 28 et 56 grammes d'explosifs auraient été intégrés dans plusieurs milliers de beepers. La plupart des appareils étaient du modèle AP924 selon des sources libanaises. Un modèle récemment commandé par le Hezbollah au cours des derniers mois. La société taïwanaise Gold Apollo, à l'origine de ces beepers, nie toute responsabilité. Ce produit n'est pas d'Apollo, mais j'ai autorisé sa commercialisation sous notre licence de marque. Le leader du Hezbollah, Hassan Nasrallah, avait récemment réduit l'utilisation des téléphones portables par crainte d'espionnage israélien, faisant des beepers leur principal moyen de communication. Le téléphone portable est un appareil d'écoute. C'est pourquoi nous demandons à nos frères des villages frontaliers et dans tout le sud, en particulier aux combattants et à leurs familles, d'abandonner leur téléphone portable afin de préserver et de protéger le sang et la dignité des populations. Le Hezbollah ne compte pas baisser les armes. Le mouvement islamiste a affirmé qu'il continuera ses opérations de soutien à Gaza, malgré cette attaque. Noémie Alioua, on est face à une attaque coordonnée, je le disais, qui a touché des centaines de personnes, de membres du Hezbollah. Les regards se tournent vers Israël, évidemment, et les services secrets israéliens. Aucune preuve pour l'instant, et les enquêtes n'ont encore rien démontré, il est beaucoup trop tôt. Aucune preuve, Israël n'a pas revendiqué, mais il y a peut-être quelques indices, notamment un communiqué qui a été publié par le bureau du Premier ministre la veille de l'attaque, qui rajoutait dans les objectifs de guerre le fait que les habitants d'Israël puissent retourner à la frontière nord, cette frontière qui est régulièrement attaquée par les milices du Hezbollah depuis le 8 octobre, vous l'avez rappelé, c'est extrêmement intéressant et important de rappeler quand même le contexte dans lequel interviennent ces événements, avec ce Hezbollah, cette milice chiite, terroriste, pro-iranienne, qui a annoncé qu'elle était un allié, que c'était un allié officiel et objectif du Hamas à Gaza. Et donc depuis le début de l'incursion terrestre de Tsahal dans la bande de Gaza, eh bien, ce mouvement attaque Israël régulièrement à la frontière. J'ai passé moi-même un certain temps à cette frontière pour décrire ce qu'on appelle des événements sécuritaires, des incidents sécuritaires, avec tous les jours de la part du Hezbollah qui frappe le territoire israélien avec des roquettes, des obus de mortier, etc., etc. Et je rappelle cet événement qui n'est à mon sens pas suffisamment rappelé. Le 27 juillet dernier, vous avez 12 enfants druzes
qui jouaient sur un plateau de jeu, sur le plateau du Golan, qui ont été assassinés par une roquette du Hezbollah. Alors évidemment, le Hezbollah n'a jamais revendiqué, mais on sait que ce sont des territoires où justement frappe le Hezbollah. Ces enfants sont morts et cet événement n'a pas suffisamment été raconté. Donc il faut prendre cette histoire comme une histoire longue qui remonte au moins pour le dernier épisode depuis le 8 août. Mais là, Éric Revel, on assiste à un crescendo. Là, il y a quelque chose qui se joue à la frontière libanaise et au Liban qui, évidemment, risque d'enflammer toute la région. Oui, qui doit inquiéter toute la région. En ce moment même, il y a une salle est en train de déplacer, je regardais, une division de parachutistes et de commandos sur le front libanais. Donc, il les retire de Gaza pour les mettre là. On attend demain le discours du leader Hezbollah chiite, M. Hassan Nasrallah. Quelle va être sa réponse? Alors, vous avez raison de souligner que les médias n'en parlent pas trop ou pas suffisamment, mais les missiles et les roquettes qui pleuvent sur Israël, c'est quotidien. Et puis, il y a aussi ce que vont faire... Je pense que le moment où ça arrive, c'est très compliqué, parce que les États-Unis sont en pleine campagne électorale. Donc, il n'y a pas de position réellement américaine, même si je crois que le secrétaire d'État a expliqué qu'ils n'étaient pas du tout au courant et qu'on ne les avait pas tenus informés, ce qui est possible. Mais tout ça, évidemment, est extrêmement... Et puis, on parlait d'Israël et des roquettes qu'ils reçoivent, mais on n'oubliera jamais non plus qu'on a perdu 58 parachutistes le 23 octobre 1983 dans cet attentat suicide. Qui a été, je me souviens des sources élyséennes, voilà, et on disait c'est le Hezbollah et c'est l'Iran. Il ne faut pas non plus oublier ce que c'est que le Hezbollah, même si quand même, moi je le redis, c'est cette façon de prouver la supériorité technologique incroyable des services israéliens et de leur technologie. C'est aussi, là aussi, vous parliez des 12 enfants druzes sur le plateau du Golan, mais c'est aussi des enfants innocents qui peuvent être dans des cafés, là où un type du Hezbollah voit son talkie-walkie sauter, et en face, vous avez un gosse qui n'y est pour rien non plus. Moi, je ne veux pas oublier cela non plus. Hein. Quand je vois la gravité de la situation à l'international, quand je vois la guerre en Ukraine, avec ce qui s'y passe, quand je vois la gravité de ce qui se passe au Proche-Orient, et quand je vois notre classe politique et le niveau encore une fois, de réflexion ou de non-réflexion à laquelle on se trouve, je suis très inquiète. Je vous avoue, Florian Tardif, que je me dis, est-ce qu'on est à la hauteur des enjeux, de ce qui se passe dans le monde, qui peut dégénérer à tout instant? Est-ce que la France offre le spectacle d'une grande démocratie, fière de ses valeurs, et qui est capable, encore une fois, de dialoguer d'égal à égal avec les grands États? Alors, je vais vous révéler quelque chose. La veille de la dissolution, j'étais avec le président de la République. Et je n'imaginais pas, tout simplement, compte tenu de la situation à l'international, il venait de recevoir Volodymyr Zelensky, il venait de recevoir Joe Biden, qu'il puisse, un instant, faire basculer le pays dans la situation que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire une situation chaotique. Encore, c'est un euphémisme. Tout simplement parce que je me suis dit, effectivement, à l'aune de la situation internationale, lorsque l'on voit ce qui se passe au Moyen-Orient, lorsque l'on voit les tentatives de déstabilisation opérées par la Russie, par l'Iran, par la Corée du Nord, par la Chine, on parle assez peu de ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, mais il y a une pression de la part des Chinois sur cette partie-là du territoire. On parle assez peu finalement de ce qui se passe à Taïwan. On parle assez peu de ce qui se passe également en Guyane, des tentatives de pression sur l'État français de la part de Chinois, etc. etc. Ça, le président de la République le sait, a l'ensemble de ces informations dont on parle assez peu malheureusement dans la presse. Mais c'est incompréhensible ce qui s'est passé ces trois derniers mois. Et c'est incompréhensible de voir une classe politique qui est en train aujourd'hui de se disputer des Marocains à l'aune de la situation à l'international et à l'aune de la situation du pays. On pourrait revenir effectivement sur les finances.